Bienvenue sur Récits d'Afrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'accord pétrolier explosif entre le Congo et la Russie, un projet qui promet du progrès mais cache des vérités troublantes. Restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi ce deal pourrait changer l'avenir du Congo pour le meilleur ou pour le pire. En français, MEC. L'accord pétrolier récemment signé entre la République du Congo et la Russie, finalisé fin 2024 et ratifié en 2025, suscite un débat animé sur ses implications pour l'avenir économique, la souveraineté et le développement du Congo. À première vue, l'accord pour construire le pipeline Pointe-Noire-Loutété-Maluku-Tréchaud semble être un pas vers la modernisation de l'infrastructure énergétique du pays, visant à résoudre les pénuries chroniques de carburant et à créer des emplois. Cependant, un examen plus approfondi révèle un partenariat profondément déséquilibré, qui soulève de sérieuses préoccupations quant à l'équité, la dépendance et la perpétuation de la corruption systémique sous le régime du président Denis Sassou Nguesso. Cet accord, qui octroie à la Russie une participation de 90% dans le pipeline pour 25 ans, n'est pas seulement une transaction commerciale. C'est une manœuvre géopolitique avec des conséquences profondes pour le peuple congolais. Dans cette analyse, nous examinerons les avantages et les inconvénients de l'accord, explorerons les préoccupations liées à la corruption entourant le leadership de Sassou Nguesso et évaluerons si cet accord représente un véritable développement ou une nouvelle forme de dépendance économique. La République du Congo, souvent appelée Congo-Brazzaville, n'est pas étrangère au pétrole. En tant que troisième plus grand producteur de pétrole d'Afrique, le pays dépend fortement de son secteur des hydrocarbures pour stimuler son économie. Pourtant, malgré sa richesse pétrolière, le Congo reste en proie à la pauvreté, à des infrastructures délabrées et à des inégalités généralisées. La seule raffinerie du pays, opérationnelle depuis 1982, a une capacité de 1 million de tonnes de pétrole par an, mais ne produit qu'environ 600 000 tonnes, ce qui est bien en deçà de la demande annuelle de carburant du pays, estimée à 1,2 million de tonnes. Ce déficit entraîne des pénuries de carburant persistantes, une dépendance à des importations coûteuses et des défis logistiques qui entravent la croissance économique. Le nouveau pipeline, s'étendant sur environ 455 km de la ville côtière de Pointe-Noire à Maluku, près de la capitale Brazzaville, est conçu pour répondre à ces problèmes en reliant les zones pétrolières clés aux grands centres de population. Le vice-ministre russe de l'énergie, Dmitry Islamov, a qualifié le projet de révolutionnaire, promettant des approvisionnements en carburant stables, une réduction des coûts logistiques et un renforcement du statut du Congo en tant que plaque tournante énergétique régionale desservant des pays voisins comme la République démocratique du Congo, RDC, et la République centrafricaine, RCA. La promesse d'emploi pendant la construction et l'exploitation ajoute un attrait supplémentaire, offrant un espoir de relance économique dans un pays où le chômage reste un problème pressant. Cependant, la structure de l'accord soulève immédiatement des inquiétudes. Le pipeline est une coentreprise entre la société russe Zakneftegastroy Prometey LLC et la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, mais la répartition des parts est choquante. La Russie détient 90% des parts, tandis que le Congo ne reçoit que 10%. Cela contraste fortement avec d'autres accords internationaux, comme les accords de GNL arctique de la Russie avec le Mozambique, où le pays hôte a obtenu une participation de 25 à 35%. La faible part de 10% du Congo signifie que, pendant les 25 prochaines années, la grande majorité des profits du pipeline, estimés à plus de 900 millions de dollars, iront à la Russie, tandis que le Congo ne recevra que 112,5 millions de dollars de ses propres ressources. Si le Congo avait négocié pour une part de 45%, ses revenus auraient pu atteindre près de 500 millions de dollars, soit une différence de près de 400 millions de dollars qui auraient pu financer des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures critiques. L'accord fonctionne selon un modèle de construction, possession, exploitation, transfert, BOOT, ce qui signifie que la Russie construira, possédera et exploitera le pipeline pendant 25 ans, percevant un tarif fixe pour le pompage du carburant. Ce n'est qu'après cette période que la propriété sera transférée au Congo, moment où le pipeline, conçu pour fonctionner pendant 30 à 40 ans, pourrait être proche de la fin de sa durée de vie utile, grevé de coûts d'entretien et d'une efficacité déclinante. Le rôle du Congo dans l'accord souligne encore davantage sa position désavantageuse. L'accord exige que le Congo fournisse tous les permis nécessaires,
les approbations et les conditions fiscales et douanières les plus favorables, permettant ainsi à la Russie d'opérer avec une responsabilité fiscale minimale. Cela signifie que des millions de dollars de revenus fiscaux potentiels, des fonds qui auraient pu être réinvestis dans les services publics, seront perdus avant même que le pipeline ne commence à fonctionner. De plus, le mécanisme de règlement des différends est fortement biaisé en faveur de la Russie. Tout conflit sera résolu non pas au Congo ou dans un lieu neutre, mais à Dubaï, soit au Centre international d'arbitrage de Dubaï, soit dans un tribunal privé sélectionné par la Russie. Cette disposition place le Congo dans une position de désavantage juridique important, car il doit naviguer dans une juridiction étrangère où la Russie bénéficie d'une plus grande familiarité et influence. En cas de mauvaise gestion, d'utilisation politique de l'infrastructure ou de différends contractuels, le Congo a peu de recours, cédant effectivement le contrôle de ses propres ressources à une puissance étrangère. Les implications géopolitiques de cet accord sont tout aussi préoccupantes. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les nations occidentales ont imposé des sanctions strictes, réduisant la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles russes de plus de 90%. S'aligner sur une Russie sous sanctions en 2025 est une décision risquée pour le Congo, car elle attire l'attention internationale et des conséquences potentielles, telles que des sanctions ou le retrait de l'aide au développement. L'intérêt de la Russie pour le pipeline va au-delà de l'économie. C'est un jeu stratégique pour étendre son influence en Afrique, une région de plus en plus vue comme un contrepoids à la domination occidentale. En sécurisant une participation de 90%, la Russie accède non seulement à la richesse pétrolière du Congo, mais établit également un corridor résistant aux sanctions pour distribuer des produits pétroliers en Afrique centrale. Cela positionne Moscou comme un acteur clé dans la sécurité énergétique de la région, avec un accès potentiel au marché de la RDC, de la RCA et au-delà, estimé à 229 millions de dollars par an. Pour la Russie, le pipeline est une tête de pont pour un levier géopolitique, lui permettant de projeter sa puissance, de propager la désinformation et de s'engager dans une diplomatie de l'ombre dans une région riche en ressources. Les préoccupations liées à la corruption dominent cet accord, en particulier compte tenu du long et controversé mandat du président Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, l'un des dirigeants les plus anciens d'Afrique, gouverne le Congo depuis près de 40 ans, consolidant son pouvoir par des amendements constitutionnels, la répression des électeurs et l'élimination des dissidents. Sa réélection en 2021, entachée par des boycotts généralisés et des allégations de corruption, illustre un régime plus axé sur l'autopréservation que sur le bien-être public. Les scandales de corruption ont marqué son administration pendant des décennies. En 2019, un lanceur d'alerte du groupe Gunvor a allégué que Sassou Nguesso, sa femme, son fils et un ministre de haut rang avaient reçu 15 millions de dollars en pots de vin pour obtenir des contrats pétroliers. En 2010, des rapports ont révélé que le président avait dépensé plus d'1 million de dollars en vêtements de créateurs à Paris, tandis qu'en 2019, Saint-Marin a gelé 19 millions de dollars dans des comptes liés à lui dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Ses enfants ont également été impliqués dans des affaires de corruption, sa fille Julienne et son mari étant enquêtés en France pour blanchiment d'argent et son fils Denis Christel Sassou Nguesso, ministre du cabinet, accusé d'avoir détourné 50 millions de dollars de fonds publics. Ce schéma de népotisme et de pillage suggère que les avantages de l'accord pétrolier ne bénéficieront probablement pas au peuple congolais, mais enrichiront plutôt l'élite dirigeante. Les partisans de l'accord soutiennent qu'il apportera des avantages tangibles au Congo. La construction du pipeline, prévue pour durer 3 ans, avec une exploitation potentielle de 30 à 40 ans, pourrait rationaliser la distribution de carburant, réduire la dépendance à un transport routier coûteux et atténuer les pénuries de carburant qui affligent le pays depuis longtemps. La promesse d'emploi, pendant la construction et l'exploitation, est un attrait majeur dans une nation où la pauvreté et le chômage sont endémiques. Les responsables russes affirment que le projet positionnera le Congo comme une plaque tournante énergétique régionale, lui permettant d'exporter des excédents de carburant vers les pays voisins et de réduire sa dépendance aux importations.
Cependant, ces avantages s'accompagnent de réserves. L'accord manque de garanties pour l'embauche locale, le transfert de technologies ou les programmes de formation pour doter les travailleurs congolais des compétences nécessaires pour gérer le pipeline. Sans ces dispositions, le Congo risque de devenir dépendant de l'expertise russe avec peu de capacité à exploiter l'infrastructure de manière indépendante une fois la propriété transférée dans 25 ans. L'inégalité de l'accord est flagrante lorsqu'on compare les contributions du Congo. Le pays fournit les terres, la main-d'œuvre et l'accès à ses ressources pétrolières, mais ne reçoit qu'une participation de 10% et des revenus fiscaux minimes. Le tracé du pipeline à travers les cœurs économiques et politiques du Congo, Pointe-Noire, Loutété et Maluku, aurait dû donner au Congo un levier important dans les négociations. Au lieu de cela, l'accord traite ces actifs comme de simples jetons de négociation, échangés contre des promesses de propriété future et des avantages économiques vagues. Les critiques soutiennent que cet accord n'est pas seulement une occasion manquée, mais une forme de trahison économique. La position stratégique et la richesse pétrolière du Congo auraient pu garantir une participation de 40 à 45%, assurant une part plus équitable des profits et un plus grand contrôle sur les opérations du pipeline. Au lieu de cela, l'accord renforce un schéma où les nations africaines cèdent le contrôle de leurs richesses naturelles à des puissances étrangères en échange d'infrastructures qu'elles ne posséderont pleinement que dans des décennies. Les implications plus larges pour le peuple congolais sont sombres. Malgré sa richesse pétrolière, le Congo figure parmi les nations les plus pauvres du monde, avec plus de 50% de sa population vivant dans l'extrême pauvreté. Les hôpitaux sont sous-financés, les écoles sont délabrées et les services de base sont rares. L'accord pétrolier, loin de résoudre ces problèmes, risque d'aggraver les inégalités en canalisant les profits vers la Russie et potentiellement vers le cercle restreint de Sassou Nguesso. Le manque de transparence dans les négociations, combiné à l'historique de corruption du régime, alimente les soupçons que l'accord a été conçu pour bénéficier à l'élite plutôt qu'au public. L'implication d'Alexander Ilyin, le mystérieux propriétaire de Zakneftegastroy Prométhée, ajoute une autre couche d'opacité. On sait peu de choses sur Ilyin, mais son rôle dans un accord de grande envergure avec une nation sous sanction soulève des questions sur les véritables motivations derrière l'investissement de la Russie. Sur le plan géopolitique, l'accord place le Congo dans une position précaire. En s'alignant sur la Russie, le Congo risque de s'aliéner les partenaires occidentaux qui ont imposé des sanctions à Moscou. L'Union européenne, qui a réduit drastiquement sa dépendance aux énergies russes, pourrait considérer le partenariat du Congo comme un défi aux normes internationales. Cela pourrait entraîner une réduction de l'aide, un gel des investissements ou même des sanctions, isolant davantage le Congo économiquement. De plus, la présence croissante de la Russie en Afrique, à travers des projets d'infrastructure, la coopération militaire et des campagnes de désinformation, suggère que le pipeline fait partie d'une stratégie plus large pour contrer l'influence occidentale. Pour le Congo, cet alignement pourrait se faire au prix de sa souveraineté, car la Russie gagne un levier pour influencer la politique intérieure et les dynamiques régionales. L'accord pétrolier met également en lumière les problèmes systémiques de gouvernance au Congo. Le régime de Sassou Nguesso a privilégié l'enrichissement personnel au détriment du développement national, avec un népotisme et une corruption ancrés au plus haut niveau. Son fils, Denis Christel, est ministre du cabinet, tandis que sa fille, Claudia, occupe un siège au Parlement, perpétuant un système dynastique qui traite les ressources publiques comme des actifs privés. L'élection de 2021, largement critiquée pour son manque de transparence, a prolongé le règne de Sassou Nguesso et les modifications constitutionnelles de 2015 ont supprimé les limites d'âge pour assurer sa domination continue. Cet environnement de pouvoir incontrôlé rend improbable que l'accord pétrolier ait été négocié dans l'intérêt du peuple congolais. Au contraire, il reflète un schéma de captation par l'élite où les ressources nationales sont exploitées pour des gains personnels sous le couvert du développement. Pour le peuple congolais, l'accord pétrolier représente une occasion manquée de tirer parti de la richesse pétrolière du pays pour un changement transformateur. La promesse d'emploi et de stabilité énergétique est éclipsée par la réalité d'une dépendance de 25 ans envers la Russie, sans garantie que les avantages bénéficieront aux masses. L'absence de dispositions pour l'embauche locale ou le transfert de technologies signifie que le Congo pourrait rester un spectateur dans son propre secteur énergétique, dépendant de l'expertise étrangère et vulnérable à l'exploitation. La structure de l'accord, avec ses exemptions fiscales et ses clauses d'arbitrage défavorables, érode davantage la capacité du Congo
Congo à affirmer son contrôle sur ses ressources. D'ici le transfert de propriété en 2049, le pipeline pourrait être obsolète, nécessitant des mises à niveau coûteuses que le Congo, avec ses finances limitées, pourrait avoir du mal à assumer. Des critiques, y compris des organisations comme Collectif Sassoufi, ont qualifié l'accord d'arrangement néocolonial, arguant qu'il échange la souveraineté du Congo contre une infrastructure qui profite principalement à la Russie. La répartition 90-10, soutiennent-ils, n'est pas un partenariat mais une concession qui exploite les ressources du Congo tout en offrant des rendements minimes. L'opacité de l'accord, combinée à l'historique de corruption de Sassou Nguesso, alimente les soupçons que des pots de vin ou des dessous de table ont pu influencer les négociations. Pour une nation déjà confrontée à la pauvreté et aux inégalités, le pipeline risque d'aggraver la dépendance plutôt que de favoriser l'autonomie. La richesse pétrolière du Congo devrait être un outil d'émancipation et non un jeton de négociation dans un accord déséquilibré. La question demeure, est-ce une décision intelligente pour le Congo ? D'un côté, le pipeline répond à des besoins énergétiques critiques, promettant de réduire les pénuries de carburant et de créer des emplois. De l'autre, il s'accompagne d'un coût exorbitant, économiquement, juridiquement et géopolitiquement. La participation russe de 90%, combinée aux exemptions fiscales et aux conditions d'arbitrage défavorables, prive le Congo du contrôle de ses ressources pendant une génération. Les avantages de l'accord, bien qu'attrayants, sont spéculatifs et manquent d'engagements exécutoires pour le développement local. En revanche, les risques, isolement international, corruption enracinée et dépendance à long terme, sont immédiats et tangibles. Pour une nation avec le potentiel du Congo, cet accord est loin du partenariat équitable qu'elle mérite. Pour aller de l'avant, le Congo doit exiger mieux. Renégocier l'accord pour obtenir une participation plus élevée, idéalement 40 à 45%, garantirait une part plus équitable des profits et un plus grand contrôle sur les opérations du pipeline. Inclure des dispositions pour l'embauche locale, le transfert de technologies et la formation renforcerait les capacités et réduirait la dépendance à l'expertise étrangère. La transparence dans le processus de négociation, couplée à une supervision indépendante, pourrait atténuer les risques de corruption et garantir que l'accord serve l'intérêt public. Surtout, le Congo a besoin d'un leadership qui privilégie la nation au détriment du gain personnel. Le régime de Sassou Nguesso, avec son historique de corruption et ses ambitions dynastiques, est peu susceptible de produire un tel résultat. Le peuple congolais mérite un gouvernement qui se bat pour sa dignité, tire parti de ses ressources pour un développement équitable et rejette les accords qui sacrifient la souveraineté pour des gains à court terme. En conclusion, l'accord pétrolier Russie-Congo n'est pas le triomphe du développement qu'il prétend être. Il rappelle cruellement les défis auxquels les nations africaines sont confrontées dans la navigation des partenariats mondiaux. Bien que le pipeline puisse apporter certains avantages, ses termes déséquilibrés, ses risques géopolitiques et ses liens avec un régime corrompu sapent son potentiel. La richesse pétrolière du Congo devrait être un catalyseur de progrès et non un outil d'exploitation étrangère ou d'enrichissement de l'élite. Le chemin vers un véritable développement ne réside pas dans l'acceptation d'accords inéquitables, mais dans l'exigence de partenariats qui respectent la souveraineté du Congo et priorisent son peuple. Tant que cela ne se produira pas, des accords comme celui-ci continueront de jeter une ombre longue sur l'avenir du Congo, laissant ses citoyens supporter le coût des décisions prises dans les couloirs du pouvoir.